Bonjour tout le monde. Merci Québec pour l'accueil, bien que mouillé. Donc je suis Marcella Mafleux, je suis ingénieure technopédagogique de l'Université Grenoble 2. On est voisins avec Thierry Soubrier, bien que pas le même établissement pour l'instant, mais ça va venir. Et donc je parle aussi au nom de Pierre Bailly, qui est l'enseignant de l'économie à mon établissement, qui est responsable de l'enseignement à distance depuis de longues années, un pionnier dans les TIS, et qui, je suis sûre, nous regarde à distance. Voilà. Alors donc, on va parler des paradoxes des outils. Je pense que ce n'était pas destiné uniquement... Ah bon, bon, ça va aller comme ça. Je pense que ce n'était pas destiné uniquement cette session au TNI, c'était les outils en général. Et nous, on s'est posé la question, les outils, on a parlé au début, les débuts des années 2000, il y avait des technophiles, après on est venu à la période de technosceptiques. Aujourd'hui, on sait que les outils sont disponibles dans de nombreux pays. Et ils ne sont pas adoptés pour autant, alors qu'on sait qu'ils apportent des aspects irréalisables autrement. Et donc c'était ça la question qu'on s'est posée. Alors ça avance comme ça, du coup? Non? Comme ça non plus? Ah oui, là ça sera... Oui, d'accord. Voilà. Ok. C'est ça qu'on voit. Thierry Carsanti a parlé déjà ce matin du mouvement des MOOC en France. Effectivement, avant, on avait une période d'une dizaine d'années d'une université numérique thématique, les C2I, B2I, et ça restait un peu enfermé dans le monde de l'éducation. Alors qu'avec l'arrivée donc de notre nouvelle ministre qui est devenue secrétaire d'État maintenant et qui a lancé le FUN, donc c'est octobre l'année dernière, mais ça a fait un buzz extraordinaire. Il y avait la Libération qui en a parlé, il y avait même un collectif qui s'est monté contre les MOOC, il y avait, comme Thierry Carsanti a dit ce matin, des millions qui étaient mis sur la table, et donc c'est devenu vraiment un sujet de société, et on a pu en parler beaucoup. Ça, c'est l'état actuel. Maintenant, la fameuse courbe de Gartner, voilà ce qui nous attend. Les technologies qui arrivent, et on sait que parmi ces technologies, il y en a de nombreuses qui vont concerner le monde de l'éducation. Hein. Il y a le BIOD, donc Bring Your Own device. Il y a la réalité augmentée, il y a probablement ce qui va arriver, c'est la traduction de oral à oral, etc., etc. Donc, de nombreuses technologies qui nous attendent, alors qu'on constate aujourd'hui encore que de nombreux enseignements sont complètement traditionnels. Le livre qui est apparu le mois dernier d'un journaliste spécialisé dans l'enseignement s'appelle Le tsunami numérique, et il prévient tous les enseignants, et ça va changer de tout en tout. Et nous, notre question à nous deux, c'était comment aider notre établissement, nos établissements, à naviguer dans ce monde qui change tellement rapidement. Et donc, on a fait le constat, faible recours aux outils qui sont quand même disponibles et dont l'efficacité est reconnue. D'où la question, les usages privés de nos étudiants qui arrivent chez nous, est-ce qu'ils sont en avance sur nos méthodes? Et donc, on a décidé de faire l'enquête, et c'est sur cette enquête que je vais vous parler, que j'ai amenée ici sous format papier, si vous voulez regarder après. Et donc, sur la base de cette enquête, d'essayer de déterminer quelles sont les conséquences et quelles préconisations on peut faire pour notre établissement ou nos établissements pour les accompagner dans l'évolution vers l'utilisation des outils. On a regardé tout d'abord les enquêtes, il y en avait, on en a parlé à la dernière conférence, je pense, les enquêtes canadiennes
et américaines qui sont qui concernent un très grand nombre d'étudiants. Et puis il y a 2 enquêtes sur lesquelles on s'est penché en France. Il y a Lyon 1 qui fait depuis maintenant quasiment 20 ans l'étude sur leurs étudiants, d'abord sur l'équipement matériel, même sur les usages aussi. Et puis on s'est intéressé aussi aux usages de nos futurs clients, donc dans les lycées. L'enquête, donc c'est notre université, Grenoble 2. Les primo-entrants chez nous, c'est 1800 étudiants et l'enquête les a pris tous en compte. C'était fait en 2011 et on a défini 5 domaines de questions. Donc il y avait au total 24 questions. On les fait en 20 minutes avec le logiciel ad hoc. On fait les inscriptions en juillet. En juillet, tous les étudiants se présentent pour s'inscrire en 3 jours. Donc ils passent par l'inscription et après on les recueille tous pour faire le diagnostic informatique. Et à l'occasion de ce diagnostic informatique, on leur a proposé l'enquête. Donc on les a tous eus, sauf les cas exceptionnels. Donc 80% de la globalité de nos clients. Et donc ça s'est passé en 2011. Et voilà, voilà les 5 domaines de questions. Donc les caractéristiques de l'étudiant, ses pratiques numériques personnelles. Donc qu'est-ce qu'il avait comme équipement, qu'est-ce qu'il utilisait comme programme, outil, logiciel. Quelles étaient ses expériences numériques au lycée? Quelles étaient ses habitudes pour apprentissage, donc les habitudes personnelles? Et puis, qu'est-ce qu'il attendait, à quoi il s'attendait à l'université? Qu'est-ce qui était pour lui important que l'université lui fournisse? Je ne vais pas vous détailler tous les points de cette enquête, j'en ai choisi 4 qui me semblent saillants et qui me semblent ne pas être complètement triviaux, tout ce qu'on trouve dans la littérature en général. Donc la première chose, c'est les smartphones qui se généralisent. On va discuter de tout ça. Le deuxième point qui nous a semblé très important, c'est le niveau de maîtrise de certains logiciels. Le troisième point important, c'est quel type d'apprentissage les étudiants considèrent comme le plus efficace. Et le quatrième point, c'est dans les attentes des étudiants, qu'est-ce qui est le plus important pour eux, pourquoi ils viennent à notre université, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc dans ces 4 points, le premier, c'est les appareils nomades. Le deuxième, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure, ils ont l'habitude des outils collaboratifs. C'était une surprise pour nous. Le troisième, et ça aussi c'était une surprise, dans les types d'apprentissage, ils considèrent que informel, c'est pour eux le plus efficace. Et le quatrième point, et ça c'est pas étonnant, bien que en 18 ans ils en sont déjà conscients, c'est que les outils qu'on leur propose à l'université en dehors de l'apprentissage, c'est la professionnalisation. Ils sont déjà conscients qu'ils vont chercher du travail. Donc pour ces 4 outils, je vous proposerai de voir ce que dit l'enquête, quels sont les paradoxes autour de ces outils, quelles sont les tendances observables et qu'est-ce que nous, suite à ça, on peut proposer ou préconiser. Voilà, donc ça fait 4 x 4. Premièrement, donc, les appareils mobiles, en particulier des smartphones, ils sont plus de 2/3 en 2011. Il y a cet après-midi, j'ai vu aussi une conférence sur les smartphones, donc c'est manifestement une tendance qui monte beaucoup. Voilà, donc les smartphones, très répandus. Le paradoxe, ils ne sont pas du tout, pour l'instant et chez nous, pris en compte dans les cours. Et la deuxième question, c'est on a quand même 30% d'étudiants qui ne sont pas ou qui n'ont pas été en 2011 encore équipés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut le laisser de côté? Hein? Et alors?
il veut bien. Donc, toujours pour les appareils nomades, les tendances actuelles, on peut constater la banalisation, c'est bon, je serai dans les temps, mais les fonctionnalités évoluent tout le temps. Donc, ils ont l'impression de les posséder, mais demain, après-demain, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités. Et donc, les recommandations qu'on souhaite faire, c'est faciliter aux étudiants la possibilité d'amener leurs propres outils, et puis penser systématiquement pour les outils logiciels à ceux qui proposent également, mais pas seulement bien sûr, l'utilisation des smartphones. Le deuxième point, outils collaboratifs. Donc, on demandait aux étudiants qu'est-ce qu'ils aiment comme outils pour leur apprentissage personnel. Et on peut constater que 60% préfèrent les outils collaboratifs comme Wiki, Google Docs, etc. Le paradoxe, c'est qu'on ne soutient pas du tout ou très peu leur collaboration, aussi bien entre eux qu'entre les enseignants et les étudiants. La tendance dans ces outils, c'est l'amélioration de l'ergonomie et aussi l'amélioration de l'interopérabilité, ce qui est important parce que ces outils sont divers et variés. Et si on arrive avec son propre appareil, on a probablement un programme différent que son collègue. Et les recommandations, elles ne sont pas étonnantes, mais c'est encore des choses qui ne sont pas prises en compte, bien qu'on sait que la coproduction du contenu entre les enseignants et les étudiants ou entre les étudiants, c'est ce qui est le plus efficace pour la profondeur de l'apprentissage. Le troisième point de l'enquête, c'est quel est le type d'apprentissage qui est pour vous le plus efficace. On proposait le formel en classe et on s'est attendu à ce que ça soit le plus important parce que c'est des lycéens qui sortent. Et bien, ils choisissent l'apprentissage informel dans la situation réelle. Donc ça nous a surpris. Le paradoxe, c'est encore une fois, il y a des possibilités, on peut avoir des contacts avec des entreprises, proposer des choses à distance, ça se fait très très peu, en tout cas chez nous actuellement. Les tendances, la théorie 70-20-10, elle est maintenant rentrée dans les mœurs, ça fait 15-20 ans qu'on en parle, donc ce n'est pas quelque chose de l'inconnu. Et nos préconisations, typiquement, ça sera de proposer des situations authentiques, éventuellement à distance, les ressources authentiques, etc. Quatrièmement, il me reste 1 minute, la professionnalisation, on constate que 56% considèrent la recherche de stage et d'emploi comme le plus important. Le paradoxe, on a beaucoup de dispositifs collectifs, mais les dispositifs individuels qui permettent de les accompagner, il n'y en a pas beaucoup. Les tendances, Marianne Paumet en a parlé ce matin, les référentiels de compétences qui leur permettront de structurer leur propre présentation de connaissances. Et donc les recommandations formées à l'identité numérique. Donc je résume, c'est juste ce que j'ai dit, les matériels, proposer la connexion par leur propre matériel et proposer les logiciels prenant en compte également smartphone. La pédagogie, coproduction, les environnements participatifs et les situations authentiques. Et finalement, l'environnement pensé à l'identité numérique. Et donc, mon dernier slide, comment on peut aider à accompagner notre établissement pour mettre tout ça en musique? Eh bien, on pense que les étudiants, ils doivent avoir accès aux cours de méthodologie de travail universitaire avec des outils numériques composés de recherche d'informations, écriture avec du numérique, lecture avec du numérique, publication de ces résultats, et puis identité numérique, comment on manipule tout ça. Jusque-là, le C2I, il pense plutôt par outils. Nous, on pense plutôt par méthodologie de travail universitaire.
Pour les enseignants, il faut leur faire montrer et il faut leur prouver que ça apporte l'économie du temps. Il faut que chaque établissement ait une politique claire de comptage des heures. Et puis, il faut leur proposer, faciliter, impulser les communautés de pratique. Ce n'est pas seulement la formation aux enseignants, c'est la création des communautés de pratique qui peut leur permettre d'échanger réellement. Pour soutenir tout ça, il faut bien sûr du personnel technique et administratif spécialisé, mais aussi formé en permanence, encore une fois, dans les communautés de pratique. Et de mettre tout ça en musique, eh ben, il faut que l'institution dans laquelle ça s'en sert ait une stratégie claire, pragmatique, un choix cohérent d'un nombre d'outils réduit mais partagé par tous, et comme ça, on anime toute la communauté. Et pour terminer, ben, je ne vous propose pas à me poser des questions, je vous pose plutôt moi la question. Merci beaucoup.